Je suis très heureuse d'être parmi vous parce que pour moi, mon métier prend sens quand mes analyses reviennent dans le milieu professionnel et parmi les praticiens. Voilà. Et donc, en fait, là, j'essaie de résumer une enquête que j'ai faite pour HF, qui est déjà publiée, qui fait une centaine de pages. Et parce que j'ai beaucoup de choses à articuler, j'ai écrit cette conférence. Donc, je suis désolée, ça sera une parole moins fluide et moins orale et vivante que celle qu'on a eue dans les ateliers de ce matin. Et ça va donner une autre tonalité. Mais je voulais aussi vous dire qu'après cette communication, je proposerai un temps d'échange sur le contenu, bien sûr, si vous avez des questions, et aussi sur la préconisation concrète que chacune et chacun d'entre vous peut avoir, ce qu'on appelle en communication non violente une proposition crapaud, c'est-à-dire une proposition qui est concrète, qui est réaliste, qui est actuelle, qui est positive et qui est ouverte. Sans vous faire violence, qu'est-ce que vous pouvez proposer là demain dans votre milieu professionnel vis-à-vis de vos collaborateurs, collaboratrices, vis-à-vis de votre structure, vis-à-vis de votre producteur, productrice, qui puissent œuvrer en faveur de plus d'égalité. Je voudrais commencer par citer Geneviève Fraisse et simplement une indication. En début de citation, je lèverai la main et en fin de citation, je baisserai la main. Geneviève Fraisse, dans La sexuation du monde, qui écrit « La science de la domination ne fait pas l'émancipation, au contraire, elle se recycle sans cesse au service de la domination. » Du coup, comment, dans la répétition par le langage des récits de discrimination, qu'on va voir ensemble, des chiffres qui rendent compte des inégalités, comment ces informations peuvent ne pas nous abattre, mais au contraire, nous permettre d'agir, de réagir, de s'organiser, d'œuvrer. Nous rappeler donc la nécessité d'un état des lieux pour s'émanciper. Je porterai mon attention dans cette communication sur les discriminations, qui sont l'éclatement de la domination, comme le dit Geneviève Fraisse, on reviendra dessus. Et je porterai aussi mon attention sur les résistances et les stratégies à mettre en place, ou qui sont déjà mises en place ou préconisées par les artistes, par les associations, par des chercheurs-chercheuses. Et je ferai donc des encarts, réponses aux discriminations, stratégies d'émancipation et préconisation, que je reprendrai ensuite à la fin de ma communication, si j'en ai le temps. Notons d'abord que les préconisations des associations, par exemple, sont de plus en plus souvent relayées par les instances ministérielles, puisque cet État multiplie régulièrement des rapports sur les inégalités de genre qu'il contribue à produire lui-même. Un État qui est dirigé par un gouvernement, qui a fait de l'égalité entre les hommes et les femmes une grande cause nationale, tout en y consacrant 0,01% de son budget. Le temps est donc à l'action. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes dans les arts et la culture a pour sous-titre « Après 10 ans de constat, le temps de l'action ». En 2013, Brigitte Gontier-Morin dirige un rapport pour le Sénat. La place des femmes dans l'art et la culture, le temps est venu de passer aux actes. On connaît l'existence de la feuille de route du ministère de la Culture et de la Communication, feuille de route qui a été initiée par Agnès Salle, feuille de route 2018-2022, qui prévoit des mesures concrètes, dont notamment l'éco-conditionnalité, qui veut dire qui est le fait de conditionner des financements publics à la parité. On connaît aussi les chartes égalité qui ont été adoptées dans la plupart des écoles supérieures d'art. Et les mesures, donc on peut dire que les mesures d'incitation positive sont maintenant très nombreuses. Et je pense qu'elles peuvent être efficaces si on essaie d'agir à tous les niveaux, de soi à soi, individuel, interindividuel, microsocial et institutionnel. Nous composons en effet avec des institutions que j'appellerais bicéphales, et c'est ce que je constate quand, au sein d'un même ministère, qui est celui de la culture, on peut percevoir des initiatives contradictoires. Et là, je voudrais vous donner un exemple précis. En janvier 2019, un appel à candidature a été lancé pour prendre la direction d'un des plus grands centres dramatiques nationaux, du Théâtre national populaire de Villeurbanne, théâtre qui est un théâtre emblématique de la décentralisation, près de Lyon.
Et le dit TNP est un des mieux dotés en termes de budget, avec 9,5 millions d'euros. Un centre dramatique national, qu'on appelle en général CDN, on en compte 39, c'est une structure d'intérêt public de la création nationale qui est dirigée par un artiste ou une artiste, nommé par le ministre chargé de la culture et par les collectivités territoriales. Être nommé directeur ou directrice d'un CDN, on peut dire que c'est la reconnaissance la plus prestigieuse pour un artiste par ses pairs et par le ministère de la Culture. En janvier 2019, aucune femme n'a répondu à l'appel à candidature pour le CDN de Villeurbanne. Une fois la date limite de candidature dépassée, le ministère de la Culture a annoncé que le délai était prolongé pour postuler, faute de candidature de femmes. Ce fait est complètement exceptionnel dans l'histoire de la parité, geste symbolique fort, comme l'a commenté Robin Renucci, qui est un metteur en scène de renom et qui est aussi le président de l'Association des centres dramatiques nationaux, qui explique dans un communiqué « Appeler celles et ceux qui s'en sentiraient a priori exclus de se permettre d'envisager en toute légitimité une candidature ». Pointant donc la seule auto-exclusion et responsabilité des femmes, alors que pour prétendre à la direction de ce CDN, il fallait avoir dirigé un centre dramatique national d'un budget moindre, mais tout de même comparable, ce qu'aucune femme pas encore en poste, depuis Filippetti, n'avait fait. De fait, elles ne se sentaient pas exclues, elles étaient exclues. Les femmes dirigent les CDN les moins dotés en termes de budget, celui de Vire, celui de Montluçon, alors que 77%, c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil à l'égalité, des subventions publiques vont à des projets d'hommes artistes. Problème donc de répartition démocratique du bien public entre hommes et femmes, bien public auquel nous contribuons tous et toutes les contribuables, hommes et femmes. Problème de démocratie donc, où les hommes sont nettement avantagés pour travailler sur leurs projets artistiques. Pour terminer l'histoire de la nomination à la direction du TNP, ce qui me semble important parce qu'en fait, il me semble qu'elle est révélatrice, cette histoire, du fonctionnement d'un État qui, d'un côté, encourage les femmes et de l'autre, maintient le statu quo, tout en cherchant à s'en déculpabiliser, et c'est là où c'est complexe, ce qui fait quand même symboliquement avancer la question, en tout cas poser la question. Donc, il fallait des femmes pour cette shortlist, cette liste restreinte, mais surtout pas pour le poste, puisque les femmes n'avaient pas les prérequis pour être élues. Et c'est l'homme pressenti lors des candidatures présentées en réponse au premier appel, qui est Jean Bellorini, qui a été nommé par le même ministère de la Culture, qui a prorogué l'appel pour recueillir des candidatures de femmes sur sa liste restreinte. Une candidate shortlistée explique. Je me suis retrouvée en shortlist et je rencontre le directeur sortant qui avait tout de même cumulé 3 mandats. Et ça, c'est une parenthèse. Et donc, j'arrive avec mon carnet et je commençais à faire le dossier puisque j'étais shortlistée. Donc, simplement, je vous explique une chose. Une fois qu'on est shortlisté, l'artiste doit produire un projet de 15 pages environ et puis communiquer sur la façon dont il ou elle va gérer le budget. Donc, je commençais à faire le dossier puisque j'étais shortlistée. Et puis, il me regarde et il me dit, mais gentiment, parce qu'ils ne sont pas agressifs. Il me dit, mais sérieusement, vous allez vraiment faire ce dossier? Je dis, bah oui, pleine d'élan. Et il me dit, c'est vraiment une perte de temps, vous n'avez aucune chance. Là, c'est évident que vous êtes là pour le quota. Je ne veux pas être méchant, mais on est là dans tout ce que la parité implique de pervers, c'est-à-dire de renforcer la singularité et la mise à l'écart, même si je soutiens fortement la parité, qui est un outil pour l'égalité, car l'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte, comme aime à le rappeler Geneviève Fraisse. Je voudrais terminer cette longue introduction en nous invitant par ce récit à prendre conscience du communautarisme majoritaire, et qui ne dit pas son nom, le communautarisme d'hommes blancs décisionnaires, qui continue, malgré les coups médiatiques d'Adèle Haenel et d'autres, les tribunes et les unes de journaux,
à agir dans les imaginaires, les pratiques artistiques et le pouvoir institutionnel. Communautarisme qui le plus souvent brandit les valeurs de l'universalisme et accuse les minorités de genre ou racisées de renforcer les discriminations en les pointant. Ce mécanisme de retournement a bien été analysé par Sarah Ahmed et d'autres. Tu te plains d'un problème, tu deviens le problème. La question à poser est, selon moi, qui a la légitimité statutaire d'accuser les autres de communautarisme, de racisme ou de sexisme. J'en viens enfin à l'exposition de l'enquête que j'ai menée proprement dite, pour le compte donc de l'association HF Île-de-France, enquête qui s'intitule « Les trajectoires des femmes en art dramatique, singularités et mécanismes du plafond de verre ». Une des metteuses en scène. Moi, en tout cas, toutes les metteuses en scène que j'ai rencontrées, toutes, pas une seule m'a dit « il n'y a pas de problème par rapport au pouvoir artistique et institutionnel ». Toutes, à un moment donné, elles sentent que c'est quand même un problème d'être une femme dans ce milieu. Les chiffres sont tellement fous, ce sont des chiffres hallucinants. Je crois même que dans l'automobile, ce doit être moins fou que ça. C'est qui les maîtres de théâtre en France? C'est Villard, c'est Vitesse, c'est Copeau. À la fac, l'histoire du théâtre, c'est que des mecs. Les chiffres, on y reviendra, mais c'est 0% de femmes metteuses en scène ou artistes porteuses de projets qui dirigent les théâtres nationaux et 20% qui dirigent des CDN, si on prend CDR, centres dramatiques régionaux et nationaux. Bref. Cet extrait montre à quel point, à mon sens, un déficit de postérité, c'est-à-dire l'histoire des femmes artistes du passé, produit un déficit de légitimité au présent. Combler ce déficit, comme le fait Aurore Evin pour le théâtre ou pour la musique Florence Launay et Hyacinthe Ravet, est très important parce que ces projets réhabilitent les femmes artistes et leurs œuvres, expliquent leur mise à l'écart dans l'historiographie, le fait que, par exemple, elles aient pu être célébrées de leur vivant, comme Isabella Andreini, qui est cette chanteuse, comédienne de la Commedia dell'arte du XVIe siècle, qui a d'énormes responsabilités à son époque et qui va être ensuite complètement oubliée dans l'historiographie. Enfin, ces histoires de femmes du passé fournissent des modèles pour les femmes artistes, présentes et futures, à différents niveaux de responsabilité. L'oubli des créatrices du passé est soutenu par, en tout cas, deux oppositions symboliques qui sont repérées notamment par Geneviève Fraisse, encore une fois, dans son avant-propos à un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'intitule « Compositrice, l'égalité en actes », que vous pourrez feuilleter si vous le souhaitez, il est là. L'engendrement versus la création et la muse versus le génie, dans un ordre symbolique certes, mais qui permet aussi de limiter les rivalités. Et là, on pourrait penser à énormément de femmes, mais par exemple à Clara Schumann, compositrice du XIXe siècle, qui va avoir 8 enfants, qui va interpréter les œuvres de son mari et commencer à sortir ses compositions après le décès de celui-ci en 1873, alors qu'elle est très encouragée par toute la communauté musicale, y compris Brahms, etc., à composer. Alors, je vais juste faire un point méthodologique sur le contexte et l'enjeu de l'enquête. J'ai réalisé 27 entretiens longs, ça veut dire des entretiens entre 2 heures et 3 heures et demie quand même, avec 18 femmes, parfois en 2 temps, 18 femmes et 9 hommes diplômés de 3 formations nationales, mais seulement franciliennes. Ils et elles ont été interviewés à différents moments de leur parcours, 1 an, 5 ans, et puis 10 ans après la sortie de l'école, sachant qu'il y a très peu de femmes de moins de 40 ans qui candidatent à la direction des CDN. Donc l'enquête porte davantage sur les parcours et les ambitions professionnelles que réellement sur l'accès au CDN. Et ça, c'est vraiment un problème de méthode, c'est-à-dire qu'on m'a imposé une cohorte, c'est-à-dire la population que j'allais étudier, et on m'a imposé un sujet, mais en fait, la cohorte ne correspondait pas tout à fait au sujet. Il y a eu un petit souci là dans le CA d'HF. Donc voilà, cette cohorte, c'est à la fois, j'ai envie de dire, l'apport et la limite de ce travail. Et par ailleurs, j'ai travaillé sur des comédiennes et des metteuses en scène, porteuses de projets, puisqu'il fallait considérer la polyvalence, la façon dont au sein d'une même structure, les comédiennes pouvaient prendre en charge des mises en scène ponctuellement et puis ensuite revenir à l'interprétation, etc. Les comédiens et les comédiennes ont été interrogés avant MeToo. Et ça, c'est très important parce que je pense que leurs propos auraient été très différents aujourd'hui. Et
Et par ailleurs, les actuels directeurs et directrices des lieux nationaux se sont formés sur le tas à la mise en scène, alors qu'il existe maintenant des formations à la mise en scène. Et c'est une information importante parce que l'enseignement de la mise en scène s'implante en France au début des années 2000. Or, moins les barrières d'accès au métier sont institutionnalisées par une formation et donc un diplôme, plus les femmes sont écartées d'un fonctionnement qui est du coup informel et non pas formel. Un fonctionnement que des analystes vont appeler de fraternité corporatiste. Quelle est la question que pose l'enquête? Les femmes forment un vivier important dans les formations et sur le marché du travail, et on ne retrouve actuellement aucune directrice à la tête des 5 théâtres nationaux. Sur les 39 centres dramatiques nationaux, en incluant les codirections, on compte 13 femmes pour 27 hommes. Le constat est le même dans la musique. Il parle de musique classique. Et d'ailleurs, il est bien pire dans la musique. Et c'est un article de David Verdier qui s'intitule « Programmer l'égalité », qui dit « Les femmes sont sous-représentées dans le secteur musical en tant qu'interprètes et plus encore dès lors qu'il s'agit des postes à responsabilité, direction d'orchestre, mise en scène, composition, avec seulement 1% de femmes compositeurs-trices et 4% de chefs d'orchestre, 23% des solistes, alors qu'elles sont mieux représentées dans un répertoire évidemment destiné au jeune public. » Quelle est la destinée des femmes? C'est de s'occuper des enfants. Et par ailleurs, l'association Donne, Women in Music, a montré qu'au niveau mondial, 95% des créations présentaient des œuvres exclusivement composées par des hommes. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a de volonté affirmée ou même conscientisée de ne pas donner de poste à responsabilité aux femmes. Il existe plutôt un traitement défavorable des femmes par omission à différentes étapes de leur parcours, comme l'a montré Reine Pratt dans deux rapports qu'elle a rédigés pour le ministère de la Culture et de la Communication en 2006 et en 2009, où elle dit qu'il existe des étapes où en fait se sédimentent les inégalités. Ces étapes, c'est les enseignements artistiques, l'insertion professionnelle, les relations de travail, avec, comme vous le disiez, les collaborateurs hommes et les collaboratrices, l'exercice des responsabilités et la prise de décision, l'accès aux moyens de production, aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique, et donc le temps de travail financé pour consolider son projet, comme je le disais auparavant, et enfin les représentations artistiques. De ce point de vue, on peut dire que l'égalité de droit fait illusion. Et je pense que c'est un des plus grands écueils au sujet du féminisme, comme si les révolutions féministes avaient été faites. Dans le droit, oui, mais dans les faits, il n'y a pas d'égalité. Et on peut dire que la domination est consubstantielle à la fois à l'occupation de l'espace public, de l'espace politique, à l'organisation artistique et institutionnelle. Le rapport Reine-Pratt, publié en 2009, s'intitule « Art du spectacle, de l'interdit à l'empêchement ». Et de fait, elle nommait bien les choses. En effet, il n'existe plus d'interdit du point de vue du droit. Ce sont des empêchements qui perdurent, empêchements qui se traduisent notamment, par exemple, par le fait qu'en 2012, aucune femme n'a postulé à la direction d'un centre dramatique national doté, même si c'est moindrement doté que le TNP, comme le TNB, le Théâtre national de Bretagne, qui est à Rennes, alors que dans les tout petits centres dramatiques nationaux, à Vire ou à Montluçon, il y avait plus de 25 candidatures. D'où la nécessité d'une législation de la parité, qui est une mesure de droit différentialiste, oui, mais parce qu'elle permet de contrecarrer les inégalités qui sont produites par la société de droit, qui, elle, est favorable aux hommes. Donc ce plafond de verre, qui a été défini par Marie Buscato notamment, comme la difficulté pour les femmes d'accéder au plus haut niveau de pouvoir, de prestige et de rémunération, opère dans un monde qui est celui du théâtre ou celui de la musique, qui est perçu comme un monde enchanté, comme un monde émancipateur, égalitaire et vocationnel. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'accepter beaucoup de choses, car ceux et celles qui ont la vocation ne cessent de se sentir indéfiniment redevables
de pouvoir exercer ce métier vocation comme si ils étaient disposés à payer le tribut de l'exercice de ce métier. J'en viens à mon premier point qui est de la vocation aux aspérités du terrain, justement. Quelles que soient les expériences que les comédiens, comédiennes, metteurs, metteuses en scène ont vécues, ils et elles ont une vision idéale de leur métier comme des formes accomplies d'expression de soi. Je veux faire ce métier, je fais ce métier pour une certaine liberté d'expression, une certaine humanité, une certaine idée de l'être humain et du rapport à l'autre, explique une des femmes metteuses en scène et comédiennes. Pour Marie, 5 ans après la sortie du conservatoire, qui refuse d'être dans la vente d'elle-même et perd son statut peu à peu, le théâtre, c'est un endroit où j'ai découvert la liberté, une certaine forme de vie peut-être plus forte que la vie. C'est donc la rencontre abrupte avec les réalités du métier, le rapport à la rivalité avec les autres filles qui sont beaucoup plus nombreuses sur le marché du travail dans les premières années de la profession, la vente et le commerce de soi et de son image qui expliquent le taux de sortie important dans les premières années de la professionnalisation. Il existe un décalage entre l'univers imaginaire qui renvoie à la camaraderie, à l'esprit de corps, à la solidarité, à la troupe, et la réalité d'une concurrence qui est souvent mal vécue. L'autre déception, c'est le fait que les temps de recherche artistique, qui sont tant attendus, sont parfois extrêmement réduits. Et les comédiens, comédiennes courent les cachets, se disent parfois contraintes d'en acheter pour conserver leur accès au régime de l'intermittence, ou de faire de l'événementiel, des cocktails, des anniversaires déguisés en Batman, et j'en passe. Ce qu'on appelle la diversification interne, c'est-à-dire des activités mais qui ne sont pas valorisées pour les personnes qui le font, mais payées en cachet, et externes, des activités qui sont payées au régime général, et plus importantes pour les comédiennes interrogées. Marie, jeune femme diplômée du conservatoire, qui se dit être un pur produit de la méritocratie, explique avoir disposé de suffisamment de ressources économiques, relationnelles, personnelles ou familiales, et éprouve une difficulté d'accès au réseau. 2 de ses spectacles sont annulés. Elle est alors contrainte d'accepter des emplois externes qui sont rémunérés au régime général. Elle assume dans un premier temps une double vie et elle cumule des activités payées au régime général et au régime de l'intermittence. Elle s'aperçoit rapidement qu'elle manque de disponibilité pour se rendre aux auditions, au casting, au théâtre et aux rencontres informelles avec ses camarades, et elle se déconnecte comme ça petit à petit de son milieu professionnel. Moi, ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas joué. On m'a proposé que du travail non rémunéré. On m'a proposé 2 spectacles cette année, mais je ne pouvais pas les accepter parce que j'ai un loyer à payer et que ce n'était pas possible pour moi. On me demandait d'être disponible 6 mois gratuitement. Les seules personnes que je connais qui peuvent continuer dans ce milieu-là, en étant comédien, même parfois metteuse en scène, et aussi du point de vue de la production, c'est des gens qui soit n'ont pas de loyer à payer, qui ont des aides familiales, ils n'ont pas de questions économiques à se poser, ou alors c'est des gens qui ont de la famille dans le milieu, et c'est un tremplin énorme. Les témoignages montrent aussi clairement que les ressources familiales socio-économiques et la légitimité culturelle dont irritent les enfants de parents appartenant eux-mêmes au milieu artistique, on voit qu'il y a des noms de famille, il y a un héritage de professions artistiques sur différentes générations, sont des éléments qui sont déterminants dans l'obstination à poursuivre un parcours pour les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Cependant, les femmes dont les revenus et les accès au réseau professionnel sont faibles se retrouvent plus facilement exclues que ne le sont leurs collègues masculins du régime de l'intermittence, et elles se sentent plus rapidement contraintes à exercer d'autres activités qui les sortent de ce régime. Le deuxième point, c'est sur les comédiennes, avec un premier aspect que j'ai intitulé « Répertoire et tyrannie de la tronche », expression que j'emprunte à d'autres chercheurs, Olivier Moschler et Valérie Roll, qui ont fait une étude similaire sur la Suisse. Donc, le répertoire classique offre des rôles plus importants aux hommes, et notamment aux hommes blancs, mais là c'est tellement en train de bouger que ce que je dis est presque caduc, et tant mieux, qu'aux femmes. Comme le dit un homme diplômé il fallait que je le fasse, de l'ESSAD en 2008,
Dans les écoles de théâtre, il y a 80% de femmes. C'est extraordinaire pour les hommes parce que du coup, on est tout le temps sollicité pour faire des scènes. Il faut bien un Titus pour répondre à Bérénice. C'est en interprétant ce répertoire que les élèves des écoles nationales font leurs armes et se construisent une identité professionnelle. Dans quelle mesure les rapports imaginaires de domination et les représentations des femmes véhiculées par des personnages qui sont lourds d'histoire, comme par exemple Lady Macbeth, ne participe-t-il pas pour une actrice à façonner une image de son employabilité et d'elle-même en tant que femme? Et ça, on le retrouve... moi-même, j'ai des amies comédiennes qui me disent j'ai été distribuée dans ce type de rôle et en fait, je n'arrive pas à sortir de ce type d'emploi. Ça devient un emploi. La stratégie d'émancipation, en quart, est de s'interroger sur le pouvoir de la représentation. Et donc de penser l'art, évidemment pas comme quelque chose d'autonome, mais d'hétéronome. De soutenir des images de personnages fictifs féminins qui sont non stéréotypés et complexes, et de laisser ces figures cohabiter avec des figures historiques. Qu'en serait-il si on appliquait au répertoire travaillé dans les écoles nationales le test, qui comporte ses limites, mais j'y reviendrai, d'Alison Bechdel, qui dit, mais elle parle de l'audiovisuel, la pièce comporte-t-elle au moins 2 personnages féminins qui toutes deux ont une conversation ensemble à propos d'autre chose que des garçons? Ces différents tests, il y a aussi celui d'Iris Bay, sont des outils qui sont limités, je pense, qui ne doivent surtout pas être prescriptifs pour la création, mais qui pointent des récurrences dans la littérature dramatique, récurrences de nos représentations qui alimentent nos vies, et ainsi de suite. Il faut poser aussi la question de la pertinence du choix des textes montés et de l'exclusion répétée des autrices. Ou encore, que montrent les œuvres et comment elles le montrent. Et là, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur notamment, par exemple, les pièces féministes qui mettent en scène des actes de violence sexuelle ou sexuée. On peut se poser la question, est-ce que répéter cet acte, c'est pas aussi finalement lui donner un espace de représentation? Donc comment est-ce qu'on répète cet acte? Et moi, il me semble, je pense par exemple à une très belle pièce de Pauline Perrade qui s'appelle Point, où elle décrit, on va dire, un abus physique et psychologique, et par ailleurs un viol, où en fait elle met en écriture la duplicité. On sait que ça arrive dans les viols, c'est-à-dire qu'on s'absente de ce qui se passe pour pouvoir supporter cet événement, et elle met en scène par 2 voix de cette femme qui subit cette violence, donc ce que cette femme accepte et ce que cette autre partie d'elle n'accepte pas. Donc je pense que, en fait, comment est-ce que répéter l'action, c'est ne pas répéter la violation de cette action. Et là, je pense qu'il y a vraiment un champ analytique sur les esthétiques qui sont en train de se déployer qu'il faut prendre à bras-le-corps, et c'est mon prochain projet de recherche. Donc peut-être à bientôt. Et du coup, pour revenir sur ces questions, je dirais, les personnages féminins aussi sont-ils libérés de l'autorité d'autrui? Autrement dit, est-ce qu'ils sont émancipés? On pourrait aussi s'interroger sur le temps de parole qui est donné aux personnages féminins, de quelle façon elles occupent l'espace, de quel espace, le centre de la scène, l'avant-scène, les côtés de la scène. Et autre point, je pense, c'est vraiment de développer, comme un peu ce que je viens de dire, dans les lieux d'enseignement, mais aussi dans les théâtres, des analyses critiques en introduisant un travail dramaturgique et pédagogique sur les représentations et le répertoire. Deuxième point, donc, la tyrannie de la tronche. Les comédiennes font le constat, du fait d'une crise qui ne va que s'amplifiant, malheureusement, d'un retour aux emplois, les castings privilégiant le physique sur la compétence à composer. Une comédienne est metteuse en scène. C'est un milieu compliqué parce que beaucoup de choses se font sur le physique et parce qu'il y a des emplois. Tu regardes les annonces de casting, tu vas voir, il n'y a pas de rôle. On demande une fille de type caucasien jolie. Ça veut dire quoi être jolie? En France, je trouve qu'on ne demande pas aux gens de composer. On te voit, tu arrives et on te dit, vous n'êtes pas le rôle.
mais je suis comédienne, je peux faire ce que vous me demandez de faire. Les directeurs de casting n'ont pas d'imagination. Cette discrimination au physique qui touche acteurs et actrices est cependant culturellement et du fait de leur nombre sur le marché de l'emploi plus stricte envers les femmes. Le monde du théâtre, de ce point de vue, accentue les règles du monde social, les hommes montrant rarement un tel degré de préoccupation pour leur physique. Plusieurs d'entre eux font d'ailleurs part de leur difficulté à être employés pour autre chose qu'un gendre étranger au mieux quand ils sont typés. Les difficultés liées au racisme et au sexisme sont cumulées pour une femme qui ne répond pas aux critères de beauté recherchés. Moi, je suis métisse, c'est triple peine. Je ne suis pas black, je ne suis pas blanche. C'est très important dans ce milieu. Il y a des rôles de blanc, des rôles de noir, des rôles de métis. Ou alors la thématique du truc, c'est le métissage. Mais sinon, il n'y a pas de rôle pour toi. Je suis née ici. Mon père est originaire d'un pays d'Afrique. Ma mère est française. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Et j'ai encore l'impression de ne pas faire partie du paysage. Je renvoie notamment à des ouvrages qui ont été écrits sur la question de la distribution selon la couleur de peau et la mise à l'écart des comédiens et des comédiennes racisés par Aïssa Maïga, qui a réuni dans un ouvrage qui s'intitule « Noir n'est pas mon métier » différents témoignages de comédiennes racisées, et puis notamment la tribune des 343 racisés, etc. Cette tyrannie de la tronche induit un jeunisme que les femmes interviewées de 30 ans appréhendent déjà. Simone Signoret écrit avec ironie dans son autobiographie « Mon temps mûrit, je vieillis ». Le physique déterminerait ainsi des rôles pour lesquels les unes et les autres seraient ontologiquement douées. Ces assignations s'intériorisent dans l'exercice du métier et restreignent les représentations de soi, qu'il s'agisse de se projeter dans différents rôles ou dans une progression professionnelle où l'individu est libre arbitre de sa trajectoire. La stratégie d'émancipation est celle d'interroger évidemment ces distributions naturalistes, distribution de rôles en fonction du physique, et notons que les comédiennes et les danseuses, comédiens, comédiennes, danseurs, danseuses, sont recrutés sur des normes physiques énoncées dans les annonces d'emploi, de recherche d'emploi, qui est une discrimination à l'embauche légalement proscrite par l'Organisation internationale du travail dans les autres champs professionnels. Ces questions sont aussi portées, et beaucoup plus même, par les artistes racisés, et il y a aussi Décolonisons les arts. Je pense en particulier, si vous ne l'avez pas vu, à un film qui est très intéressant de Alice Diop, qui s'intitule « La mort de Danton », où en fait elle suit un apprenti comédien, au cours Simon pour ne pas le nommer, qui se voit refuser le rôle de Danton dans la pièce de Büchner, parce qu'il n'est pas noir, et il se voit confier des rôles de noirs, d'esclaves, de serviteurs, de militants de droits civiques aux États-Unis. Et en fait, ses professeurs ne cessent de lui reprocher son incapacité, par exemple, à embrasser la cause des Noirs américains qu'il n'est pas. Notons par ailleurs qu'une charte égalité femmes-hommes a été proposée et mise en place, par exemple, au Conservatoire national d'art supérieur dramatique, où il est indiqué « L'origine sociale des personnes, comme leur particularité physique ou leur couleur de peau, ne saurait déterminer leur capacité à remplir telle ou telle tâche, pas plus qu'à interpréter tel ou tel rôle. La notion d'emploi est définitivement abolie. » On va dire que c'est une parole performative, enfin, qui doit encore faire ses preuves dans la pratique, parce que pour le moment, c'est encore très hésitant sur ces questions. Alors, pour prendre le contre-pied, en musique classique, les auditions avec paravent sont censées empêcher les discriminations, tant à l'égard des femmes que des personnes racisées. Mais pour les orchestres qui mettent en place cette procédure, plusieurs le retirent au dernier tour du concours, argumentant sur l'importance de la présence gestuelle et scénique de la candidate ou du candidat. Et certains orchestres sont réticents, bien sûr, au recrutement des femmes, du fait de la difficulté à les remplacer quand elles tombent enceintes et pendant qu'elles sont enceintes et pendant le congé maternité, comme l'explique Hyacinthe Travé dans cet ouvrage qui s'appelle « Musicienne ». Plusieurs pionnières qui sont rentrées dans des orchestres à l'aveugle, c'est-à-dire grâce au paravent,
étaient coachés par des professeurs de musique, notamment des hommes, qui conseillaient aux candidates de ne pas répondre à un bonjour, de ne pas porter de talons, voire de marcher d'un pas lourd. Et une soliste responsable d'un pupitre de corde dans un orchestre parisien raconte qu'elle a mis de gros godillots le jour de l'audition et qu'elle a volontairement marché d'un pas pesant. Deuxième point, séduction et harcèlement. Dans le monde professionnel, et plus exceptionnellement pendant les formations, et encore, je pense que c'est en train de changer, mais les témoignages que j'ai recueillis pendant l'ère Mesguich, pendant que Mesguich dirigeait le conservatoire, sont absolument ahurissants dans la façon dont certains pédagogues hommes en fait maltraitaient à la fois physiquement et psychologiquement dans une école nationale supérieure quand même que nous payons tous et toutes, maltraiter des comédiennes apprenties. Mais là, du coup, je vais m'intéresser simplement au milieu professionnel. Donc, elles subissent des rapports de séduction ambigus, des comportements misogynes, des situations de harcèlement, des promotions canapés. Les abus de pouvoir émotionnel, psychologique ou physique opèrent sur la pente glissante des rapprochements humains. Donc là, en ce moment, ça change avec le Covid, ou la Covid, des rapprochements humains nécessaires qu'impliquerait la direction d'acteurs. Mathieu revient sur le trouble entre guidance de l'enseignant et gestes déplacés. De toutes les façons, dans notre milieu, du harcèlement, ce sera pas du harcèlement parce que tu ris, tu fais des blagues, tu es en train de travailler, je te repositionne un peu là, je te repositionne un peu là, je te touche le genou, etc. Les expériences de violences sexuées et sexuelles les plus traumatisantes sont celles que les interviewées elles-mêmes ont appelées promotion canapé, un rôle conditionné par l'acceptation qu'il se passe quelque chose pour être prise dans une tournée ou recrutée sur le prochain projet. L'indication qui m'a le plus choquée dans ma vie est venue d'un des deux metteurs en scène. Je lui dis, bon ben voilà, je fais mon entrée et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donne-moi une indication. Et il me dit, eh ben maintenant, fais-moi bander. Voilà, j'avais juste envie de vomir, j'étais seule. Le metteur en scène avait demandé à ce qu'on travaille que tous les deux, il n'y avait personne d'autre. Je lui ai dit, s'il te plaît, propose d'autre chose. Il a rigolé, il a dit, fais ce que tu veux. Je n'étais pas capable, dans ces circonstances-là, de faire une proposition. Ce n'était pas possible. C'était tellement malsain, ce n'est pas normal. Je pense qu'il y avait une question de pouvoir. Et puis, je pense qu'il avait besoin de dire « Eh bien oui, je t'ai choisi comme le personnage principal de mon spectacle, le personnage autour duquel on doit rêver. Donc voilà, tu es le sujet. Tu es l'objet de mon désir et de mon fantasme. Et si tu es l'objet d'un désir sur le plateau, c'est d'abord du mien. » Très bonne analyse, à mon avis, de cette interviewée. L'existence de ces pratiques qui étaient tolérées, a longtemps été tabou. Et de ce point de vue, je pense que la prise de parole des femmes, qu'on a dite horizontale, que le mouvement MeToo a rendu possible, est un événement, mais qui a été qualifié par les grandes historiennes du genre et des femmes, comme Christine Barr, comme Geneviève Fraisse, par Michel Perrault, un événement historique. Je voudrais juste rappeler certains faits. Donc, c'est Alyssa Milano. Elle est sur un tournage et elle discute de l'article paru dans le New York Times sur Weinstein. Elle envoie un tweet qui dit « Si vous êtes victime de harcèlement ou d'agression sexuelle, écrivez « moi aussi » en réponse à ce tweet. 24 heures plus tard, le tweet reçoit 12 millions de réponses. En 48 heures, 82 pays sont concernés. Cette prise de parole des femmes dépasse l'étoile. Et la question des dessous des rapports de pouvoir professionnels entre hommes et femmes est posée dans les mondes du cinéma, du théâtre, de la musique, de la danse. Des metteurs en scène non jugés sont déprogrammés, de même qu'est expliqué ce que veut dire « céder n'est pas consentir », pour reprendre le très beau titre d'un article d'une anthropologue, Nicole Claude Mathieu, qui, à mon avis, complexifie cette question du consentement qu'on a tendance à simplifier. Le consentement, ce n'est pas seulement dire oui, parce qu'en fait, on peut dire oui en étant sous emprise. On cède justement sans consentir, parce qu'on tient au contrat, au futur projet, paradoxalement, par exemple, à sa réputation. Préconisation et stratégie. Donc, briser le tabou sur les pratiques de harcèlement sexuel dans les formations. Donc là encore, la charte égalité du conservatoire revient là-dessus. Veiller à la parité dans les recrutements des pédagogues des écoles nationales. J'insiste beaucoup sur la formation parce que ça me paraît absolument nécessaire. Proposer une déontologie de l'enseignement pour éviter les dérives. Ça reste théorique, ça reste sur le papier, mais ça a le mérite d'exister, de dénoncer quelque chose.
puis dénoncer ces pratiques et s'assurer du soutien des collègues hommes et femmes. Mais là, on l'a vu dans de nombreux cas, comme dans celui d'Yann Fabre, cette solidarité est très difficile à mettre en place. Elle veut dire mise au banc, précarité économique, licenciement immédiat, ou plutôt interruption de contrat, car comme le rappelle Pierre-Michel Menger, le mot de licenciement n'a pas besoin d'exister, puisque les contrats sont au projet et que chaque employeur peut mettre fin à une relation d'emploi avec un salarié au bout d'un temps très court, 8 heures, 12 heures, le temps d'un cachet. J'en viens maintenant à ma deuxième partie que j'ai intitulée « Talent, réseau et entre-soi masculin », où il sera à la fois question des comédiennes et des metteuses en scène. Une diplômée metteuse en scène du conservatoire. Le talent, ce n'est pas ça qui va nous faire travailler. C'est la projection qu'on aura dans l'imaginaire et le regard de l'autre. Si on n'est pas un bon communicant, si on n'est pas socialement quelqu'un qui est efficace, on ne va pas créer le désir dans le regard de l'autre. Ce qui a été montré au sujet de l'industrie du cinéma hollywoodien est tout aussi opérant dans le milieu du théâtre. C'est-à-dire que les femmes pâtissent de marchés du travail qui sont structurés par des pratiques de recrutement informelles, tenues majoritairement par des hommes blancs, ce que les États-Unis ont appelé « the male gatekeepers », c'est-à-dire ceux qui tiennent la barrière de l'enclos, quoi. Une metteuse en scène commente. Dans ce milieu-là, la reconnaissance, elle est faite par les pairs, P-A-I-R-S, et pairs, P, accent grave, R-E-S, dans tous les sens du terme. Les comédiens, comédiennes et metteuses en scène, les comédiennes et metteuses en scène interrogées soulignent, plus que leurs homologues masculins, la difficulté à se vendre, qui ne fait ni partie de leur métier, ni de leur apprentissage, et met à l'épreuve l'estime de soi. 5 ans après la sortie de l'école, les comédiennes et metteuses en scène soulignent la persévérance, la sacrée dose de courage, dont elles font preuve pour aller voir des agents, des machins. Plusieurs d'entre elles racontent l'écrémage, et certaines se réjouissant de voir la concurrence s'amoindrir. Le rapport Rennes-Pratt a rendu compte de réunions qui étaient organisées entre femmes à la direction de la musique, du théâtre et de la danse, la DMTTS, qui étaient des groupes de réflexion thématiques autour de la parité dans le spectacle vivant et l'accès à la direction d'institutions. Rennes-Pratt souligne que les candidatures féminines se trouvent invalidées par tout un dysfonctionnement. Elle dit 10 entre parenthèses, un 10 et un fonctionnement de tout un système de validation qui passe par la cooptation par les pairs, qui sont relayés par les médias nationaux, par les directeurs d'institutions parisiennes et avignonnaises, dans lesquelles il faut avoir été programmé pour accéder à la notoriété. Plusieurs interviewés dénoncent une coproduction et coprogrammation mutuelle entre dinosaures, mammouths, surreprésentés au Festival d'Avignon et dans les CDN, directeurs de théâtre rétifs à quitter leur poste, un entre-soi masculine, souvent misogyne, je cite, mafieux, qui ne prend pas de risques et fonctionne en huis clos. Les programmateurs expliquent une metteuse en scène, ils ne se déplacent plus. Vous n'êtes pas introduit par quelqu'un, mais ils s'en foutent. Ils ne viennent pas voir votre travail, ils ne font plus le travail d'innovation. Le système de cooptation fonctionne à la fois en termes de financement, de programmation et de diffusion, donc de visibilité et de renommée. La même metteuse en scène poursuit. Donc de production, c'est-à-dire des financements dont disposent les artistes pour développer leurs projets. Parce que je commence à pas mal maîtriser. Et pour mieux maîtriser, honnêtement, à un moment donné, il faut avoir les moyens. J'adore les metteurs en scène qui disent « Oui, il faut apprendre à faire du théâtre avec ce qu'on a sous la main. Maintenant, je sais hyper bien faire du théâtre avec ce que j'ai sous la main. Pour passer à un autre niveau, pour passer une ambition, pour aller explorer d'autres choses. Si je veux travailler avec des gens de qualité et faire des choses de qualité, il faut des moyens. Et si on ne me les donne pas, concrètement, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus évoluer. Le temps de travail, on l'a vu, dépend du budget et de la diffusion des spectacles. Donc, je répète, 77% des aides publiques allouées de l'administration centrale et décentralisée allouées à des compagnies dirigées par des hommes. Et en 2010, 52% des jeunes compagnies au budget inférieur à 30 000 € sont dirigées par des femmes. Et ça passe à 19% quand le budget excède 150 000 €. Donc c'est inversement proportionnel. Les hommes directeurs artistiques ont donc davantage de moyens. Ils ont accès de ce fait aussi aux grands plateaux,
aux lieux de diffusion réputés et promoteurs pour candidater et être nommés à la direction des CDN. Donc la préconisation et la stratégie est bien sûr une distribution paritaire des moyens de production. La feuille de route a parlé d'éco-conditionnalité, le fait, comme je vous le disais, de conditionner les financements publics à l'égalité et à la parité, pour commencer. Moins radical, sous la pression des associations, le ministère de la Culture a mis en place des mesures d'incitation positive avec un système de bonus-malus pour des structures labellisées qui ne respecteraient pas une programmation de 10% de femmes programmées par an. Je voudrais maintenant évoquer les représentations collectives du métier de metteur en scène. La mise en scène continue, et ça j'étais vraiment très étonnée de constater cela, à être perçue par de nombreuses metteuses en scène comme une activité masculine. À la question de savoir quelles qualités sont nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail, une metteuse en scène diplômée répond: ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Je dirais que honnêtement, le temps de la création, c'est peut-être 20% dans les meilleures années. Et tout ce qui va être de la conduite administrative, de la stratégie, de la communication, de la diffusion, c'est sans problème 80% du temps. Il faut oser. C'est une entreprise. C'est une petite PME. Ils l'ont compris depuis longtemps. Il faut être ferme dans ses baskets. Il faut être solide sur ses pieds. Il faut voir loin. Et ce sont des attributs, je suis désolée de le dire, je déteste dire ça, mais vraiment je déteste, ce sont des attributs masculins. C'est une réalité. Les metteuses en scène sont souvent ignorées, infantilisées ou encore ramenées à leur identité sexuée par le biais de tentatives de séduction plus ou moins démonstratives. Ces comportements, évidemment, discréditent leur autorité et leurs propositions artistiques et freinent ce que les sociologues appellent l'autoréalisation. Elles développent aussi parfois un sentiment d'inhibition qui agit comme une autocensure, c'est-à-dire à force que ces actions sont répétées, même si, comme le signale Barbara, la séduction est aussi une ressource ambiguë dont il faut savoir se servir, dit-elle. La situation professionnelle n'est pas plus favorable quand les metteuses en scène se trouvent face à des directrices de lieux, mais là, je pense que c'est aussi beaucoup en train de changer. Mais tout à l'époque, en tout cas, rapportait un manque de solidarité, une certaine misogynie. Les directrices prouvent leur loyauté au système de consécration masculin en dénigrant d'autres femmes, dit l'une d'entre elles. Parler de son travail et écrire des dossiers sur les projets de création, gérer des budgets et équipes sont donc des tâches qui sont vécues comme difficiles. Et acquérir confiance et ce savoir-faire joue un rôle décisif dans la conquête d'une légitimité pour les femmes et élargit les représentations de possibles progressions professionnelles. Les metteuses en scène, qui sont en général plus diplômées que les metteurs en scène, ont le sentiment d'avoir dû se surlégitimer en multipliant les formations et les assistanats à la mise en scène. Plusieurs d'entre elles ont suivi une formation de comédienne au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, un master à la mise en scène à l'Université de Nanterre, un master de conduite de projets culturels à Dauphine, par exemple. Donc je dirais qu'une des préconisations, ça serait d'enseigner la gestion et la socio-économie du spectacle dans les écoles de théâtre professionnels, pour ne pas vivre complètement hors sol par rapport à ces modalités d'existence du métier, afin que justement l'aspect managérial de la direction de compagnie que la plupart des metteuses en scène redoutent ne soit plus un facteur discriminant. C'est une mesure d'ailleurs qui a été mise en place à l'École supérieure d'art dramatique de Paris. Par ailleurs, une des metteuses en scène identifie l'existence d'un plafond de verre dans le passage de l'assistanat à la mise en scène, alors qu'un metteur en scène interviewé évolue aisément entre ses activités de metteur en scène autonome et d'assistant d'un metteur en scène de renom. Pour les aspirantes metteuses en scène, revendiquer une place identique qu'occupe celui à qui elle était vouée est vécu par la profession comme une usurpation. Dire que cette place était pour moi, j'ai trouvé des tapes dans le dos très amicales, mais comme on encourage une brave bête, quoi. Les liens tissés donc avec la profession en tant qu'assistante garantissent aucunement des liens ou une insertion facilitée dans les réseaux en tant que metteuse en scène. Et vraiment, on touche là, je dirais, aux pratiques informelles de la domination les plus dissimulées et les moins appréhensibles. C'est alors que se font sentir la résistance informelle du réseau et ce que les sociologues appellent la progressive détérioration des probabilités d'ascension. C'est-à-dire qu'à un même niveau, pour 80% des hommes, il y a une possibilité d'ascension, alors que pour les femmes concernées, qui sont à ce même niveau de carrière, il y a une réduction de cette possibilité d'ascension. Par ailleurs, elles mettent plus de temps à se nommer
metteur en scène ou metteuse en scène. En général, d'ailleurs, elle refuse ce teuse qu'elle trouve trop sonore, donc en invoquant des tas de raisons esthétiques, mais ça, on connaît la chanson. Le terme arrive tardivement en France, au milieu des années 1990, et plus tard encore que celui de compositrice, qui est en fait un néologisme qui arrive en 1847, comme si la légitimité à se nommer dans une responsabilité artistique venait seulement à un moment de l'histoire, malgré le fait que la réalité des femmes est qu'elles écrivent de la musique depuis des siècles passés, qu'elles mettent en scène, comme Isabelle Andreini au XVIe siècle, depuis des siècles aussi. Donc cette question de la façon dont on nomme et comment on nomme me semble vraiment importante. Pour bientôt terminer, quant à la question de la maternité, les comédiennes et metteuses en scène reviennent sur l'impossibilité durant une longue période de réseauter, comme elles disent le soir, démarche informelle qui est indispensable pour rester dans des affinités électives et ne pas se faire oublier. Je donne la parole à une metteuse en scène. Son témoignage rend compte des répercussions de la maternité sur le réseau informel d'accès à l'emploi. Le fait que nous ne soyons pas encore dans une égalité en ce qui concerne les tâches ménagères, le fait que de toute évidence, être une femme, avoir un enfant et vouloir être metteur en scène, c'est carrément compliqué. J'ai un conjoint qui est tout à fait, c'est pas un homme des cavernes, loin de là. Ce qui est difficile, c'est trouver du temps. C'est indispensable. Du temps pour aller réseauter, pour aller voir les pièces des autres, boire un verre, rencontrer les gens. Ce sont des horaires du soir. Donc c'est beaucoup de contraintes avec un enfant. Il faut trouver des solutions. C'est pas simple. C'est carrément un frein. Pendant 1 an et demi, je suis carrément pas sortie. C'est un frein. Très concrètement, c'est un frein. C'est très compliqué de faire comprendre à mon conjoint que j'avais besoin de sortir pour réseauter, pour aller bosser, quoi. C'est d'ailleurs ce que montre aussi Marie Buscato, qui est sociologue de la musique, et du jazz, dans un article qui est assez connu, qui s'appelle « Tenter, rentrer, rester, les 3 défis des femmes instrumentalistes jazz », où je cite un tout petit passage, elle dit « Plusieurs d'entre elles m'ont raconté comment 6 mois d'absence sur la scène jazz, du fait d'une collaboration soutenue dans un autre monde musical, ou d'un retrait pour raisons personnelles, maternité, etc., avait suffi à les faire disparaître de la liste des collègues recrutables, pour celles et ceux qui étaient a priori des partenaires proches. » Donc au sujet de ces trous aussi dans les CV qui sont ensuite reprochés aux candidates, je pointerai 2 choses. La première, qu'on pointait dans un écrit, une tribune collective, les 520 historiennes, qui sont signataires d'une tribune qui s'intitule « En histoire, mettons fin à la domination masculine », qui a été publiée dans Le Monde en 2018. Elles disent qu'il y a une vraie hypocrisie des pouvoirs publics qui maintiennent une séparation entre vie professionnelle et vie privée. Un des slogans du MLF, c'était « le personnel et politique ». Et je les cite, « Le refus d'entrer dans la vie privée des femmes, tout en soulignant les trous dans leur CV, est une attitude éminemment hypocrite et un choix politique. » Le deuxième point, c'est le congé maternité, qui, je m'en réjouis, passera à partir du 1er juillet 2021 de 12 jours à 28 jours. Et en allonger ce congé paternité, à mon avis, c'est la seule façon de responsabiliser les hommes de manière précoce dans la charge des enfants, mais aussi dans la charge mentale des enfants, qui prend rendez-vous chez le médecin, etc. Je dirais, pour conclure, les metteuses en scène les plus ambitieuses que j'ai interviewées ont une détermination qui est constituée dans le temps. Elles ont conscience des difficultés et une vision d'elles-mêmes dans l'exercice du pouvoir, un pouvoir qui est à la fois artistique, celui de l'autorité ou de l'autorialité artistique, et institutionnel. Donc, on pourrait dire l'inverse de l'auto-exclusion. Elles font usage d'un langage qui est alternativement public, même politique ou artistique, à même de convaincre les financeurs et programmateurs à l'écrit comme à l'oral, et à même de persuader dans le futur les membres du jury chargé du recrutement d'artistes à la tête des institutions théâtrales nationales. Un langage technique, administratif et artistique. Elles ont assez interrogé leur propre légitimité à être metteuses en scène pour ne plus redouter de diriger un centre dramatique national ou régional, quoique ces fonctions aient été historiquement et toujours à l'heure actuelle dans l'inconscient collectif des métiers d'hommes. Je reviendrai maintenant sur certaines préconisations. Donc, toujours dans ces différentes échelles, individuelles, microsociales, interindividuelles, institutionnelles. J'encouragerai aussi la création d'espaces de parole au sein des écoles nationales, mais aussi des équipes, en non-mixité, et puis ensuite avec des rencontres en mixité,
pour un retour sur les expériences, puisque, comme le dit Bell Hooks, mon expérience est une source légitime de connaissances. Il ne s'agit pas d'une question d'opinion, mais d'une expérience, donc de légitimité politique de la parole. Un accompagnement, si possible, dans ces processus, un accompagnement par des structures qui sont formées pour accompagner les structures d'art du spectacle. Une autre préconisation, ça serait d'interroger, et d'abord dans les écoles nationales supérieures d'art dramatique, et puis dans la profession, la pertinence des consignes de direction d'acteurs-actrices, qui est donc un terrain glissant des abus de pouvoir psychologiques ou physiques, et d'encourager les consignes complexes qui font appel à l'autonomie des élèves. Alors, dans la lignée de ce qu'on appelle les observations socio-cliniques, donc c'est Nicole Mosconi qui avait passé 3 ans dans une école primaire où elle essayait d'évaluer les consignes différenciées qui étaient données aux petits garçons et aux petites filles. Et elle disait, elle en a conclu qu'aux petits garçons on donnait des consignes complexes comme réfléchi par exemple, et aux petites filles fais ci, de manière plus systématique. Donc on avait avec des étudiants analysé les consignes données à 2 élèves du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, hommes et femmes, par Stuart Side, qui est un des plus grands metteurs en scène vivants actuellement, dans une masterclass de 2014. Et il dirigeait en fait une scène dans Macbeth, qui est la scène acte 1, scène 5, où en fait c'est la scène où Lady Macbeth, Macbeth se décourage, finalement il n'a plus envie de commettre ce meurtre du roi Duncan pour ensuite prendre sa place. Et en fait, elle lui dit « unsex me now », elle dit « si tu ne commets pas ce meurtre, en gros, les genres s'inversent et je me désexualise. Si tu ne peux pas être cet homme qui, avec ce courage viril qui serait de commettre cet acte, je me désexualise », et elle lui dit à quel point elle aimerait être un homme pour pouvoir commettre ce meurtre.